On va démarrer, rassurez-vous, vos comparses vont avoir l'occasion de s'exprimer et je vais y veiller. Alors ce matin, chacun de vous a déjà pu participer à une rencontre dédiée à vos ouvrages respectifs qui viennent de sortir. Donc maintenant, on va tenter d'élargir un peu la focale et de profiter de vos expériences respectives sur les thèmes de écrivain voyageur ou voyageur écrivain. Est-ce qu'on arrivera à déterminer ce que vous êtes et ce que sont certains des grands auteurs et comment on les définit, on va voir ensemble. On a 1 heure à peu près pour le faire. Et puis bien sûr, le public après pourra prendre la parole et poser ses questions. Alors un petit mot quand même sur chacun des invités qui sont là sur l'estrade. François-Henri Désérable, vous êtes ancien joueur de hockey professionnel, vous vous passionnez pour la lecture à l'âge de 18 ans et vous lancez dans l'écriture. Vous avez le droit d'apporter des rectifications, précisions, modifications. Je n'en prends pas au Tout est très juste. Tout est très juste jusque-là. Remarquez, il n'y avait qu'une ligne. Vous aimez entre autres, les grands destins. Lauréat du Grand Prix du roman de l'Académie française grâce à Mon maître et mon vainqueur. Vous vous tournez ensuite vers le récit de voyage avec L'usure d'un monde qui retrace votre périple en Iran. Et puis votre dernier ouvrage dont on parlera peut-être un peu quand même tout de suite, c'est Chagrin d'un chant inachevé sur la route du Che Guevara, qui relate un voyage sur les traces du révolutionnaire lors de son voyage à motocyclette, c'était il y a 65 ans. L'occasion alors de vous suivre à travers, au fil des pages, de Buenos Aires à Caracas, sur 5 mois à peu près, à moto, en stop, en bateau, etc. Voilà pour une courte présentation vous concernant. Emmanuel Ruben, vous êtes agrégé de géographie. Vous délaissez finalement votre carrière universitaire pour écrire. Vous avez déjà été distingué, le prix Nicolas Bouvier pour votre récit à vélo à travers l'Europe avec Sur la route du Danube en 2019. Et puis vous dirigez la maison de Julien Gracq. Non, ça c'est faux par exemple. Ça c'est faux. Voilà. Je dirigeais au passé. Vous dirigiez voilà. Jusque fin 2021. J'ai dirigé pendant 4 ans, de 2017 à 2021, où j'ai accueilli d'ailleurs François-Henri Désérable en plein Covid. On a été confinés ensemble. D'accord. Alors votre nouveau livre, L'usage du Japon, relate votre traversée de l'archipel à vélo, c'est aux éditions Stock, voyage durant 4 mois. Revenez-vous aussi sur les traces d'une autre figure, peut-être moins connue des Occidentaux. Il s'agit d'Ino Tadataka, qui a vécu entre 1745 et 1818 et qui a parcouru 40 000 kilomètres pour mesurer les côtes de l'archipel. Voilà. C'est exact. C'est exact. Et enfin Sylvain Tesson, écrivain, géographe, voyageur, du tour du monde à vélo à votre réclusion hivernale au lac Baïkal, vos expéditions nourrissent une œuvre célébrant la liberté, la beauté du monde, la puissance de la contemplation. En 2014, un accident vous laisse partiellement paralysé et toutefois, vous poursuivez vos aventures et continuez d'écrire. On vous retrouvera dans Bérésina, sur les chemins noirs, la Panthère des neiges, etc. Et le dernier, c'est les piliers de la mer, chez Albin Michel, où vous faites le tour du monde des stacks, qui sont ces piliers de mer détachés des côtes sur lesquels vous grimpez. Une aventure tant physique que philosophique, où la question de la rébellion est sous-jacente, ou plutôt est constante. Alors, à la façon de François-Henri Désérable, qui joue à un jeu avec son coéquipier, je ne sais pas si vous avez lu son dernier livre, mais quand vous faites de l'autostop, vous jouez au jeu de droite ou de gauche. Oui. Je vous propose de reprendre le même. Il faut qu'on dise si on est de droite ou de gauche. Non, ce serait trop copié. Vous vous amusez à définir ce qui est politiquement de droite ou de gauche. Alors la chasse à court, la moustache, le tennis, la barbe, etc., etc. On va faire de même pour écrivain ou voyageur. Vous voyez où je vais vous venir. Donc j'attends vos réponses, mais spontanées. On n'est pas obligé de partir sur un grand débat. Je vais vous citer quelques noms et vous allez me dire écrivain ou voyageur. C'est en guise d'échauffement de notre rencontre. On va voir si ça marche. Ah oui, le jeu n'est pas de se demander si être écrivain est de droite ou de gauche, ou bien mais non. Et faire des listes.
C'est Oui. de droite ou de gauche? Moi, je dirais de droite, mais je suis pas sûre. Non plus, je ne sais pas. Je sais pas. Je ne savais pas qu'il y avait un magistrat qui dormait à l'intérieur du voyageur. Moi, une fois, on m'a appelé Tesson de gauche, mais je remarque que ça fait vendre moins de livres que Tesson tout court. Idiot. Chacun sait que Tesson n'est ni de gauche ni de gauche. C'est dommage, vous n'avez pas de micro, Sylvain, pour répondre. Je présume. Je Ah, n'ai Sylvain plus de l'avait. voix. Ah. Bon, alors revenons à mon petit jeu. Robert Louis Stevenson. L'île au trésor, voyage avec un âne dans les Cévennes. Écrivain. Écrivain ou voyageur? Spontanément, hein. Écrivain. Oui, écrivain, bien sûr. Il a quand même écrit Dr. Jekyll, Mr. Hyde, dans lequel il n'y a aucun voyage. Oui. Mais je crois qu'il a fait son voyage dans les Cévennes sans avoir prévu d'écrire sur son voyage. C'est a posteriori qu'il s'est dit tiens, je vais en faire quelque chose, je vais en tirer une matière littéraire. Moi, j'ai du mal à répondre parce que je me demande s'il y a une véritable différence, en fait. L'écrivain n'a pas tellement besoin de se mettre en mouvement pour voyager, et puis le voyageur vit une narration permanente de lui-même et de son regard sur le monde. C'est pour ça que ça me semble difficile de trancher, mais poursuivons ce jeu. Bon, mais si vous voulez, vous pouvez ne pas jouer. Vous pouvez être observateur et critique de ce qui va être dit. Nicolas Bouvier, écrivain ou voyageur? Écrivain. Contestablement écrivain, mais la différence entre l'écrivain et le voyageur, c'est que le voyageur, lorsqu'il rentre chez lui, n'est plus voyageur, alors que l'écrivain est dans toutes les situations de sa vie. L'écrivain, lorsqu'il voyage, reste écrivain, lorsqu'il rentre chez lui, reste écrivain. Roland Barthes avait une très belle formule, il disait « L'écrivain est écrivain comme Louis XIV est roi, même sur la chaise percée ». Eh bien, Nicolas Bouvier est resté écrivain même sur la chaise percée. Il s'en sort pas mal, là. Oui, mais est-ce qu'il y a un trait d'union dans écrivain voyageur ou pas? Oui. On met un trait d'union? Moi, j'en mettrais un. Parce que finalement, c'est le trait d'union qui répond à la question, en fait. L'un est dans l'autre, comme on dit dans les casernes. Bon, vous avez répondu pour Nicolas Bouvier? Oui, je dis écrivain parce que le poisson scorpion, qui n'est pas un voyage, dans lequel il ne voyage pas à part à travers sa propre angoisse, est un de ses plus beaux livres. Jacques London, écrivain ou voyageur? L'appel de la forêt, le loup des mers, Cro-Blanc. Écrivain. Alors, Jack London, moi, il a une phrase que j'adore, que j'ai placée en épigraphe de Chagrin d'un charnier achevé. Il dit « Pourquoi ne pas partir tout de suite? Nul d'entre nous ne sera jamais plus jeune qu'aujourd'hui. » Et peut-être que cette phrase seule pourrait le placer dans la catégorie des voyageurs, mais c'est indéniablement un écrivain avant d'être un voyageur. Et je voulais donner une femme quand même. Alexandra David-Néel. Écrivaine. Écrivaine? Bien sûr. En fait, on n'a que des écrivains, là. Vous avez jamais dit voyageur, je crois. Mais non, mais parce qu'on aurait presque l'impression qu'on fonde une sorte de hiérarchie entre une catégorie qui serait plus noble que l'autre et qui fonderait une qualité à laquelle l'autre ne pourrait prétendre. Ça ressemble tout de même pour moi trop à un exercice d'Olympiade. Qui décrochera la timbale, qui décrochera le laurier? Or, il y a dans vos questions une sorte de réponse sous-tendue qu'il est mieux de se prétendre écrivain que de s'avouer voyageur. Et je crois qu'il y a des phrases d'écrivain chez Alexandra David-Néel. On pourrait d'ailleurs se poser une question, Alexandra David-Néel, écrivain ou écrivaine? Oui, écrivaine. Je ne sais pas. Moi, j'ai eu le malheur de passer par l'école on dit, il y a très longtemps, c'était dans un autre siècle, on disait écrivain. Alexandra David-Néel au Tibet, évidemment, cette sagesse. Bon, on va arrêter ce jeu. Oui, je pense que nous prenons un très mauvais départ parce que ça va mal tourner cette affaire. Oui, mais je vous sens échauffé là, vous voyez, maintenant vous êtes bien. Vous étiez arrivé peut-être un peu fatigué par les différentes rencontres qui précédaient, et là vous voilà bien. Non, mais c'est formidable ce festival parce que on est très bien logé, on est logé à l'hôtel Alexandre Vialat.
Alors, dans chacune de nos chambres, il y a une citation de Vialat au-dessus du lit. Alors, je ne sais pas ce que vous avez, mais moi, c'est « L'Auvergne produit des ministres, des fromages et des volcans ». Je crois qu'on a tous la même. En fait, Ça prouve qu'on n'a pas dormi ensemble. Mais on sait désormais qu'à ce triptyque, on pourrait ajouter qu'elle produit de merveilleux festivals littéraires, festivals de carnet de voyage. Moi, c'est la première fois que j'y viens. Je suis très impressionné de voir 700 personnes dans cet amphithéâtre. Mon oncle André, qui vit à Pont-du-Château, qui est là, j'espère. Attendez, tout à l'heure, je lui ai envoyé un SMS pour lui dire « Écoute, tonton, on fait une conférence avec Sylvain Tesson et Emmanuel Ruben tout à l'heure. Je sais que c'est plein, mais je crois que je peux te faire rentrer. » Il m'a répondu « Désolé, j'ai mieux à faire. » Autant dire que je suis très heureux de voir qu'il y a 700 personnes qui n'ont pas mieux à faire en dépit du temps splendide qu'il fait dehors. Et puis la troisième raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici, et je crois que Emmanuel sera d'accord avec moi, c'est que Emmanuel et moi, nous sommes très heureux et honorés de mettre notre très grande notoriété, pour ne pas dire notre célébrité, au service d'un écrivain malheureusement trop méconnu, confidentiel, mais je pense que vous allez beaucoup entendre parler, et même si c'est la première fois que vous entendez son nom ce soir, j'aimerais une salve d'applaudissements, parce qu'il n'en a pas souvent, pour Sylvain Tesson. Si c'est pour passer une heure à entendre des sarcasmes ironiques, je me range du côté de ton oncle Albert et je vais le rejoindre de ce pas. C'est mon oncle André, mais figurez-vous que j'ai raconté ça tout à l'heure dans une autre conférence à 13h30 et qu'une dame est venue me voir et m'a dit « Je n'ai pas de place pour tout à l'heure, est-ce que je peux me faire passer pour votre tante ?» Elle s'appelle Catherine Cardenas, je crois qu'elle est là, elle doit être ici. Et tout à l'heure, une organisatrice vient me voir, elle me dit « J'ai rencontré votre tante Catherine ». Et je lui dis « Mais j'ai pas de tante qui s'appelle Catherine ». Et après, je me suis souvenu que voilà. Très bien, très très bien. Ouais. Vous êtes de bons chauffeurs de salle. On passe au travail d'écriture. Non, je voulais vous faire lire d'abord Sylvain Tesson, à part si vous voulez faire lire vos compères, sur le début de votre ouvrage, donc Les Piliers de la mer, qui eh bien, nous plonge dans les raisons de votre départ. J'ai dû mettre un petit post-it. on allait lire, moi, je voulais lire Cul sur le sommet. Ah oui, mais c'est vrai, je ne maîtrise rien dans cette rencontre. Ouais. Vous voyez, je prévois des trames et on prévoit leur programme. Moi, j'ai adoré ce passage dans Les Piliers de la mer. Cul sur le sommet, le sexe à l'air, le coussin de son collier d'os, la peau maculée de charbon et de sang mêlé de larmes, Pétéro, le gardien désespéré de la mémoire, sanglote dans le vide que les fous de bassan électrisent. J'ai attendu 70 ans pour faire l'amour à ce motu. Je veux dire aux hommes que nous sommes là. Je veux que la terre se souvienne des Rapanouis. Et nous le laissons, les bras ouverts dans la pluie, assis sur son antenne, à gueuler en pleurant le grand malheur de l'île hors des routes, hors du temps, abandonné des dieux, oublié par l'histoire, maudite par la géographie, pillée par les marins, réquisitionnée aujourd'hui par nous autres touristes qui venons profaner la tristesse. Sur les bords de l'île sans réponse, le stack m'apparaît tel que je ne l'avais jamais soupçonné, un endroit où l'on s'adresse à Dieu pour l'implorer de vous regarder à poil pendant que des oiseaux dingues assurent la garde du chagrin. Bravo. Vous voulez que je replace dans le contexte? Je ne sais pas. Non, mais merci à Emmanuel Ruben d'avoir lu ce passage qui me ramène à cette ascension d'un pilier de la mer au large de l'île de Pâques. C'est ça, les Rapanouis, c'est le nom que l'on donne à la civilisation qui avait dressé les Moaïs sur les littoraux de l'île de Pâques. Et alors, les Moaïs se sont écroulés parce que cette civilisation s'est effondrée pour des raisons politiques et climatiques. Et les Rapanouis, plutôt que de jouer à des survivalistes déprimés qui s'enferment dans des bunkers avec des M16 et des boîtes de cornets de bif, ont imaginé un autre récit. Ils ont demandé secours à
l'imagination d'une autre mythologie, et ils ont inventé le retour de l'oiseau qui revient régulièrement à chaque printemps ressonner la reviviscence de la vie. Alors quand on a escaladé un pilier de la mer, avec mon compagnon de guide de montagne Daniel Dulac, nous avons emmené cet ami Rapa Nui au sommet, et il a adressé la prière que vient de lire Emmanuel, sauf qu'il s'était mis à poil pour pouvoir être dans le plus simple appareil, dans le contact direct avec le ciel, et la grande difficulté a été de lui mettre un baudrier Hetzel d'escalade sans pantalon, si vous voulez. Donc là aussi, on était en prise directe, si vous voulez, avec la culture Rapa Nui. Moi, je le poussais au derrière, Dulac le hissait sur le sommet du pilier, et lui menait ces espèces d'incantations superbes et lugubres. C'était une scène tout à fait impressionnante en termes cinématographiques, mais d'une certaine manière, c'est cela que nous allons chercher quand nous partons en voyage. Merci pour ce choix, pour ce passage, Emmanuel. Nicolas Bouvier confiait sa difficulté à vivre ses voyages et écrire. Il dit « Je ne peux mener à bien en même temps le voyage et l'écriture. » J'ai envie de vous dire « Et vous ?» Emmanuel Ruben ou François-Henri Désérable. Bon, je vois qu'Emmanuel prend beaucoup de temps à réfléchir, donc je vais essayer de répondre. Il y a une formule de Proust que j'aime bien, il dit « Ce sont nos passions qui esquissent nos livres et les repos d'intervalle qui les écrivent ». Mais je crois qu'on pourrait dire à peu près la même chose du voyage. Ce sont nos voyages qui esquissent nos récits de voyage et les repos d'intervalle qui les écrivent. C'est-à-dire que lorsqu'on voyage, on a beau prendre des notes, on a beau noircir notre carnet de notes, on a beau essayer de fixer de manière irrémissible ce qu'on voit sur le papier, à un moment il faut tout de même rentrer chez soi, visser son cul sur une chaise, se mettre devant son carnet ou son ordinateur, et puis essayer, s'efforcer de revivre le voyage et de donner leur poids de papier aux images, aux paysages qu'on a traversés, aux visages que l'on a croisés en route. Donc c'est une nécessité. Notre vie aussi comme un pendule entre le nomadisme et la sédentarité à laquelle on est bien obligé de s'adonner si on veut rendre compte de nos voyages. D'accord. Vous voulez rajouter quelque chose? Il y a une phrase de Leclésio que j'aime beaucoup quand il dit je ne voyage pas pour écrire, j'écris pour voyager. Et là, il vous raconte qu'en fait, tous les livres qu'il a écrits, même s'ils ont parfois été nourris par des voyages, il ne les écrit que dans le but de, une fois devant sa page blanche, devant son écran d'ordinateur, se mettre à voyager de nouveau, c'est-à-dire à retraverser ces espaces à la fois réels, imaginaires, qu'il a traversés dans son existence. Et je crois que c'est la même chose pour tous les écrivains, en fait. Moi, j'adore quand j'étais en train de remettre au propre ces notes que j'avais prises pendant mon voyage au Japon, et bien de me remettre à voyager à travers toutes ces îles de l'archipel, et parce que j'avais eu la chance de prendre des notes. Mais par exemple, quand j'ai fait sur la route du Danube, je suis parti d'Odessa à vélo et j'ai remonté le Danube jusqu'à Strasbourg. Eh bien, à aucun moment, j'ai eu le temps de prendre des notes, parce qu'on passait notre temps à nous abreuver de rakia, de toutes sortes de breuvages. On a goûté à peu près tous les alcools que vous pouvez, qui coulent à flot sur les rives du Danube. Et aussi, on a passé beaucoup de temps à se baigner dans le Danube, à faire toutes sortes de choses, et puis surtout à pédaler. On passait quand même 2 journées à pédaler. Et je n'avais pris aucune note, mais véritablement aucune note. Et donc en fait tout le voyage je n'ai pu le faire qu'une fois que j'avais acheté, je venais d'acheter en fait toutes les cartes des pays que j'avais traversés. Je n'avais pas de carte pendant que je faisais le voyage, ou toutes les cartes que j'avais achetées en voyage je les avais bazardées, parce qu'il n'y a rien de plus lourd que le papier, mais c'est ma grand-tante qui était libraire. En ayant affiché toutes ces cartes sur les murs de ma chambre, sur les bords de Loire, des cartes, oui, J'entendais des tartes. Non, des cartes.
et des cartes de géographie, je crois que vous avez compris. Et ce n'est qu'en voyageant à travers ces cartes de géographie que les mots ont pu venir, en fait, et que j'ai pu véritablement écrire ce voyage. Mais depuis, vous prenez des notes maintenant, au fur et à mesure. Pour le genre, il y a des fois où il y a des fois où, comme le disait Sylvain, on se retrouve dans des situations, en réalité, on n'a pas le temps de prendre des notes. Quand vous passez vos journées à pédaler, que vous suez, et qu'il fait une chaleur dingue. Je me souviens d'une fois au bord du Danube, en Bulgarie, il faisait 40 degrés. J'ai essayé de prendre mon stylo et de prendre des notes, mais tout devenait poisseux. Le papier était poisseux, l'encre fuyait du stylo. Je n'arrivais rien à noter. J'étais peut-être aussi un petit peu fatigué. J'avais peut-être abusé un peu sur la tsuika, la merveilleuse vodka roumaine. Et en fait aussi, il y a toujours ce dilemme parce qu'il y avait des gitans qui étaient là et qui voulaient qu'on passe du temps avec eux. Ils voulaient nous apprendre à jouer de la trompette et à faire des cathédrales d'êtres humains dans le Danube. Et donc, on a préféré... C'est toujours ce dilemme, faut-il vivre ou écrire ? Sylvain Tesson a pris des notes quand il attendait la Panthère des Neiges par moins 20 degrés, ça lui a coûté 2 phalanges. Mais sur l'histoire de la distinction du voyageur et de l'écrivain... Ah, vous revenez à mon premier jeu? Non, c'était la question de... C'était la pensée de Nicolas Bouvier que vous nous avez soumise. Vous trouvez qu'on est trop bavard? Non. Vous regrettez de nous avoir invités? Non. Non, je peux ajouter une chose à ce Bien propos. sûr. Non, parce que c'est finalement l'objet de notre conversation ici et c'est la raison de notre présence. Faut-il vraiment distinguer? Moi, je suis obsédé par les traits d'union, moi. Et je ne sais pas vraiment si c'est très nécessaire de savoir ce que l'on est. Il me semble que... D'abord, qui a inventé l'expression d'écrivain voyageur? Est-ce qu'on le sait? Je ne le sais pas, moi. C'est une appellation qui, à mon avis, procède davantage de la commodité de classement dans les étagères des librairies ou des bibliothèques d'un genre littéraire, des livres qu'on a. Alors bon, il y a le rayon écrivain voyageur, à côté de celui du développement personnel ou du sous-développement collectif. Alors on range le livre, mais il me semble que ça correspond davantage à cette classification entomologique des livres plutôt qu'à une réalité. Car, regardez, il y a des écrivains qui n'ont jamais véritablement levé leur cul de la chaise et qui sont des voyageurs merveilleux. Je veux dire, Proust, quand il décrit la promenade du côté de mes églises, c'est franchement pas très trépidant. À un moment, il y a une goutte d'eau qui lui coule sur la joue parce qu'il pleut. 30 pages. Mais 30 pages superbes. Et, je veux dire, le thermostat de sensibilité est tellement pathologique chez lui que tout fait tripe. Il sent des asperges, il défaille, c'est l'orgasme, il voit un buisson d'aubépine, il pense aux constellations. Puis par ailleurs, vous avez des voyageurs qui vivent des aventures trépidantes. Souvenez-vous, tous les jeunes qui sont là lisent régulièrement les chroniques des explorations jésuites au Tibet au XVIIe siècle. Et on a un texte qui a été publié par Michel Chandaigne, merveilleux éditeur, et où il raconte les grandes explorations à travers le Zanskar, le Ladakh, la frontière tibétaine, jusqu'à Lhasa, des jésuites. Et ils envoient une lettre à leur commanditaire de la compagnie au Portugal, et ils écrivent: pendant 7 mois, nous avons peiné à travers les cols et les plateaux enneigés. Grandes et variées furent nos difficultés. Point. Alors vous voyez, il y a des voyageurs qui sont secs, et puis il y a des immobiles qui s'épanchent. Alors, écrivain, voyageur, je ne sais pas, notre vie est un voyage. Dans l'hiver et dans la nuit, nous cherchons notre passage sous le ciel où rien ne luit. Ça, c'est l'exergue du voyage au bout de la nuit. Voilà un voyage, mais qui est un voyage dans les tréfonds, dans les caves de la citadelle intérieure. Et on peut décider que même quand on est rentré et qu'on commence à écrire, le voyage continue. Et même quand on reprend la route, la narration commence et continue. Pour vous, Sylvain Tesson, vous gardez un carnet pendant vos périples pour
gardez quelques notes? Oui, bah, moi, très banalement, moi j'ai mon petit carnet sur moi et c'est mon herbier, j'ai pas d'appareil photo, je me sers très peu des appareils. Oui, c'est des petits carnets comme ça, c'est vraiment le truc, enfin je pense qu'on use tous des mêmes ustensiles et de la même... C'est d'ailleurs une petite mise en scène de soi-même, enfin faut pas se leurrer. Qui sommes-nous en réalité? La véritable définition, c'est pas de savoir si on est des écrivains ou des voyageurs, ou des écrivains voyageurs, ou des voyageurs écrivains, c'est d'avouer que nous sommes des névrosés narcissiques légèrement obscènes qui, le soir à la halte, dans un état de crasse avancée et plus ou moins alcoolique selon le don de soi à la cause viticole. On vous met dans le même lot, hein. On vous met dans le même lot. Eh bien, et qu'est-ce qu'on fait? On va coucher nos pattes de mouche en imaginant que ça intéressera la postérité et qu'on apportera un point final à la condition humaine grâce à nos écritures. C'est ça en réalité, on veut simplement prolonger les choses. Et puis, avouons quand même qu'il y a c'est un jeu, un exercice, un plaisir merveilleux que d'avoir vécu des émotions, d'avoir été traversé par des sensations, d'avoir assisté à des scènes, à des situations, d'avoir fait des rencontres, parfois d'avoir eu vaguement une idée qui vous traverse la tête, ou une considération, et c'est extraordinaire de pouvoir la formuler avec quelques lettres sur un carnet. C'est la continuation des choses sur un autre plan. C'est le plaisir, à mon avis, qui guide la main sur le petit carnet de notes. Et puis parfois, il ne faut pas tomber dans certains panneaux, il faut faire le tri dans ce qu'on veut raconter. Il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, qu'on n'a pas envie, ou qui vous horripilent personnellement. Par exemple, François-Henri Désérables, vous dites... attendez, je vais retrouver... il faut en finir avec l'extase panthéiste dont regorge la littérature de voyage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, alors ça, j'essaye de maquiller ma difficulté à décrire des paysages. Non, mais je trouve que la littérature de voyage regorge de longues descriptions de paysages qui, moi, très souvent, m'emmerdent considérablement. Et ce qui m'intéresse, ce qui me touche le plus, ce qui me galvanise en tant que lecteur de littérature de voyage, ce sont avant tout les rencontres, ce sont les portraits. Vous parliez tout à l'heure de Nicolas Bouvier, cet écrivain voyageur genevois qui nous a donné, Emmanuel en parlait tout à l'heure, le poisson scorpion et l'usage du monde notamment. Eh bien, il a une capacité à tirer des portraits, à brosser des portraits des gens qu'il rencontre en quelques lignes et qui nous touchent, et, enfin qui moi m'émeuvent infiniment. Et puis peut-être que... Si vous permettez, pour compléter, vous écrivez aussi « Rien de plus assommant que ces écrivains qui, voyageant, vous refourguent entre deux anecdotes des tartines encyclopédiques sur chaque lieu traversé. » Oui, il ne faut pas céder à la tentation de faire une version un peu plus littéraire du Guide du routard, sinon ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais pour revenir au paysage, on en parlait justement hier avec Sylvain Tesson et Catherine Van Offelen à dîner, et je leur demandais quels paysages leur ont déjà tiré des larmes des yeux. Et Sylvain m'a répondu la vallée de la Roure, mais je crois qu'il était sarcastique. Catherine, je ne sais plus, je crois qu'elle m'a parlé de... Enfin, on a parlé de Venise. On a parlé de Venise, évidemment. Venise, moi je me souviens de mon arrivée à Venise, la première fois à Venise. On arrive à la gare Santa Lucia, on prend le Vaporetto, de nuit on voit les palais qui sont éclairés sur le Grand Canal, et on a l'impression que toute notre vie a conspiré à nous mener ce jour-là à cet endroit précis. On a l'impression d'être à la rencontre d'un lieu qui était là et qui nous attendait depuis des siècles. Et ces moments d'extase panthéiste, parfois, on a presque... moi, j'ai presque peur que l'indigence de mes pauvres mots ne vienne ternir le sentiment que j'ai éprouvé à la vue de ces paysages. Et des paysages comme ça, il y en a peut-être 3, 4, 5 dans votre vie, mais j'ai moi bien du mal à les mettre, à les coucher par écrit. Même si parfois, mais là je me répète, s'il y en a qui ont assisté à la rencontre de tout à l'heure, vous voyez un truc, vous voyez un soleil qui se lève sur une mer un peu grisée, un peu grise, un peu bleu-grise, et vous essayez d'en tirer une métaphore, et dans ce cas-là, vous écrivez un truc du genre
le soleil se levait rouge comme un diable dans un ciel argenté. On croit voir s'éployer devant soi le drapeau délavé du Japon, ce qui est un hommage à Emmanuel Ruben. Moi, je me suis senti un peu visé quand tu dis, voilà, les écrivains, parce que nous, on est des géographes de formation, alors je parle des fois de l'extase géographique, mais j'ai éprouvé réellement l'extase géographique parfois, devant des paysages parfois absolument... je m'y attendais pas du tout. Je me souviens, une des premières fois, c'était en Bulgarie. Qui penserait trouver l'extase géographique au fin fond de la Bulgarie, franchement? Eh bien, si, j'ai eu un moment comme ça, oui, les larmes me sont venues aux yeux devant un paysage absolument banal. Mais récemment, j'ai écouté sur France Culture une dame qui parlait de ces moments. Alors, il y aurait des moments de transe. Figurez-vous que nous vivons des moments de transe. Ça revient très à la mode. La transe n'est pas un truc de chaman. On pense souvent que la transe est un truc de chaman. Nous vivons tous des transes. C'est-à-dire qu'il y a des moments où nous nous retrouvons dans un état second. Je ne parle pas sous l'effet de narcoleptique ou de la tsouika roumaine. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelait en Bulgarie, l'alcool. Mais non, c'est simplement qu'il y a quelque chose, par exemple, dans ces voyages qui sont des voyages un peu sportifs, quand vous êtes sur un vélo comme ça, que vous avez avalé des kilomètres, en réalité, à la fin de la journée, oui, vous pouvez vous retrouver dans des états un petit peu seconds, où vous n'êtes pas loin, oui, de voir des éléphants roses se dresser devant vous dans la steppe bulgare. Et voilà, je crois que c'est ça aussi que nous recherchons, ce sont ces moments de transe. Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi en fait? Non, parce que j'ai vu que à propos du Machu Picchu, tu t'étais surtout intéressé à l'Italien qui avait oublié les capotes, qui avait oublié ses capotes. Je sais pas si tu... Non, mais je me suis dit que tu avais été dépassé par que tu avais été dépassé par la beauté du Machu Picchu. Moi, je serais incapable de parler du Machu Picchu tellement j'ai été sidéré par le Machu Picchu. C'est un truc, je me suis dit, là, je vais commencer à se dire. On a tant écrit sur le Machu Picchu que finalement on ne fait jamais qu'écrire entre les blancs laissés par les lignes des autres. Et donc bon, je me dis à quoi bon d'écrire le Machu Picchu, tout le monde l'a vu, tout le monde. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de saisir une situation un peu cocasse qui se passe au Machu Picchu. Ouais, donc il y a ce couple, un couple que vous suivez très, très amoureux, voilà, et voilà. J'ai ri, c'était très drôle. Très bien. Oui. Vous permettez que j'ajoute Bien sûr. Naturellement, j'étais persuadé que je ne pourrais pas en placer une aujourd'hui, mais si je peux me permettre d'ajouter quand même ma voix à la défense de la description géographique. Alors je suis d'accord avec François-Henri Désérable que la description, si elle dépasse plus de 120 pages, peut-être au bout d'un moment, légèrement provoquer le sentiment du ciment qui finit par vous envahir. Je pense notamment au début de Ivanhoe de Walter Scott, où il y a 60 pages de description de vêtements du chevalier. Et on arrive au bout de la description, et la dernière phrase c'est « il alla se changer ». Alors là, je rejoins François, c'est un peu long et puis on n'a pas envie de recommencer. Mais pardon, mais bien sûr que la géographie la description géographique et surtout physique peut provoquer la transe. D'ailleurs, je peux ouvrir une parenthèse sur le thème de la transe. Tu as tout à fait raison de parler des chamans qui sortent d'eux-mêmes. Et alors, un jour, j'ai remarqué qu'il y avait deux corps de métier qui utilisaient la même expression. C'est les chamans et les adjudants-chefs. Parce que ce sont les seuls à dire « je réintègre mon corps ». Les chamans, c'est après l'opiacé, et puis l'adjudant-chef, c'est quand il prend le train pour Mourmelon. Mais alors, quand devant un paysage géographique, bien entendu qu'on peut avoir évidemment des espèces d'extase absolue, et moi j'ose espérer qu'elles sont panthéistes, et qu'il vient un moment où on convoque à soi
à la fois les éléments, le sentiment qu'il vous procure et les mots merveilleux de ce lexique géomorphologique que le savoir et l'étude vous permettent d'appuyer sur chacune des formes de relief qui se disposent devant vous. C'est merveilleux, ça s'appelle le magasin des mots. Et j'en veux pour preuve que Emmanuel Ruben, dans son usage du Japon, nous donne une carte tectonique en parlant du volcanisme dans la zone japonaise et pacifique. Et c'est là où il nous apprend, en dessinant une carte, que l'amour, alors je parle du fleuve, pas du sentiment dangereux accompagné de mouvements ridicules, non, le fleuve, eh bien la plaque tectonique de l'amour, et il dessine une carte, rencontre, d'où la subduction et d'où les mouvements sismiques et volcaniques, rencontre la plaque pacifique. L'amour est pacifique. C'est quand même incroyable de penser à ces choses-là. Eh bien, il n'y a qu'un géographe qui nous livre ces considérations tectoniques qui peut nous plonger dans ces réflexions. On va parler, avant du goût des autres, le goût de l'ailleurs. Comment et quand vous est venu le goût du dehors, le goût de l'ailleurs, l'appel du dehors en quelque sorte? Sylvain Tesson? Alors, on dirait des intitulés de conférences au festival de Saint-Malo. Goût de l'ailleurs, appel du dehors, et c'était quoi? Extase des horizons. Ah non, j'ai pas dit ça. Non, mais envie d'inconnu, quoi. Je crois qu'on est fidèle à des serments d'enfants. Qu'est-ce que c'est que l'enfance? C'est l'envie tout à coup de s'enfuir d'une cage plus ou moins dorée, de monter sur une bicyclette. Vous savez, c'est Paul Morand, à 15 ans, on m'a offert un vélo, on m'a jamais revu. C'est Rimbaud écrivant à sa mère « Je vais acheter un cheval et m'en aller ». C'est cette espèce de grand désir d'enfance, de partir, de franchir les portes, et puis de laisser derrière. C'est Rasmussen, l'extraordinaire Danois qui avait vécu 25 ans chez les Inuits, et qui avait écrit, c'est un des mots de sa fin, « Donnez-moi des chiens, donnez-moi l'hiver, et gardez tout le reste ». Alors évidemment, après, on peut encombrer ça, parce qu'on est devenu des adultes et qu'il faut absolument maquiller nos motifs sous des objectifs extrêmement nobles et sérieux. On peut dire qu'on veut enrichir la connaissance commune, se porter vers la découverte de l'autre, s'explorer soi-même, aller essayer de comprendre des organisations anthropologiques dans des tribus lointaines. Alors on devient... C'est ce qu'il raconte à Saint-Malo, alors. Comment? C'est ce qu'il raconte à Saint-Malo. Non, mais à Saint-Malo, vous avez toujours ces intitulés de conférences, le goût de l'ailleurs, l'esprit de l'horizon, l'envie de partir. Non, mais c'est merveilleux. Mais moi, je suis simplement en train de dire que, pour moi, la source, c'est l'enfance. On ne déroge pas à cette envie de prendre son cheval et de s'en aller. Et parfois, on renacle un peu à avouer ce motif qui est très simple, qui est très beau, et qui est le premier motif de l'être humain, de se lever et puis à un moment s'en aller, parce qu'on croit, c'est certainement une illusion, mais on le croit, que le mouvement amènera peut-être l'inspiration et sûrement la liberté. Et la liberté, oui, peut-être. Non, mais Nicolas Bouvier, au début de l'usage du monde, il dit c'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis entre 10 et 13 ans qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Oui, mais vous, pas Nicolas Bouvier, mais oui, vous, mais justement, je vais vous répondre. Moi, j'étais pas à plat ventre sur le tapis du salon, mais je me souviens très bien, en classe de CM2, il y avait une carte du monde qui était punaisée à côté du tableau, et je me perdais souvent dans la contemplation béate, et notamment des noms des villes sud-américaines. Je trouve qu'il y a une puissance d'évocation dans les toponymes sud-américains qui vous donne envie d'aller sur place. Vous lisez une carte, vous regardez la carte d'Amérique du Sud et vous voyez les noms de Valparaiso, d'Ushuaia, de Machu Picchu, de Caracas, de Maracaibo. Vous n'avez qu'une envie, c'est que ces noms-là, qui demeurent mystérieux, finissent par convoquer des images. Et alors, adulte, eh bien, vous vous rendez sur place, mais c'est l'enfant qui était en classe de CM2 qui continue en quelque sorte à tenir la boussole. Donc vous répondez, comme le disait Sylvain, je ne fais que souscrire à ses propos et à me faire le perroquet des paroles de Sylvain, vous répondez à un appel du large qui naît pendant l'enfance. Emmanuel Ruben. Moi, ça fait des années que je cherche la Zintari. Vous savez, je suis en exil de la Zintari. Alors, vous savez peut-être pas où est la Zintari. Ça a commencé en fait le jour de la chute du mur de Berlin, vous voyez, ce 9 novembre 1989.
Je regarde ça à la télé, j'ai 9 ans, et je me dis, ah, il se passe quelque chose, quoi. Je comprends pas très bien, un peu comme ça, des plaques tectoniques qui sont, il y a des plaques tectoniques qui sont en train de bouger en Europe, et peut-être que tout va changer, que les deux blocs vont se fissurer, que voilà, on voit ces Allemands qui sont en train de cogner le mur avec des pioches, et moi je monte dans ma chambre et j'invente un pays imaginaire que j'ai tracé pour la première fois à l'encre de Chine. Sur la carte, il y avait une carte, vous avez peut-être tous lu Till Eulenspiegel, c'est ce qu'on faisait lire aux enfants, moi aussi j'ai grandi dans un autre siècle. Et ma mère me faisait lire Till Eulenspiegel, et il y avait cette petite carte de la forêt noire, et j'ai tracé des frontières d'un pays à l'encre noire dans les sapins de la forêt noire. Et là, à partir de là, j'ai commencé à inventer ce pays imaginaire. Si vous aviez demandé à mes parents qui j'étais, quelle était mon identité, ma nationalité, d'où je venais entre 9 et 17 ans, vous auriez dit il est zintarien, parce que je passais mes journées en Zintari, je passais mes journées à dessiner les cartes de la Zintari au 1 millionième, ou 1 200 millième, au 100 millième, au 50 millième, au 25 millième. Bon, heureusement, la Zintari était grande comme le Puy-de-Dôme, donc en fait, ça me permettait de... Et puis j'avais du temps, je m'ennuyais, j'habitais à la campagne. Mais quand même, au 25 millième, il a commencé à avoir un peu des blancs dans la carte, vous voyez, parce que surtout la Zintari, c'est une densité de 200 habitants au kilomètre carré, donc il faut noircir beaucoup de petites cases, vous voyez, pour faire tous les habitants de la Zintari, si vous pensez aux cartes au 25 millième de l'IGN. Et à partir de là, j'ai dessiné les blasons des 300 communes et les 14 cantons de la Zintari, j'ai dessiné les frises chronologiques de la Zintari, j'ai inventé j'ai fait les fiches biographiques de tous les hommes politiques de la Zintari depuis Zintar Ier. Oui, tout ça dans des classeurs, peut-être un jour ça ressurgira. Oui. Et toute ma vie, je n'ai eu de cesse d'essayer de retrouver la Zintari, parce que j'avais commencé en fait à raconter... Comment sont les Zintariennes ? Ah, cheveux d'ambre, yeux bridés, c'est le seul blond aux yeux bridés du monde. Il y a un pays, il fallait bien qu'il y ait un pays avec des blondes aux yeux bridés. Je vivais dans cette Zintari, j'écrivais des romans policiers zintariens, j'écrivais des bandes dessinées zintariennes, j'ai commencé mes premiers romans qui étaient des romans zintariens. Et puis, j'ai cru naïvement que par les voyages et par l'écriture, j'allais retrouver la Zintari. C'est pour ça qu'en fait, c'est pour ça que je suis allé vivre dans un pays balte, la Lettonie, que personne ne connaissait à l'époque, au début des années 2000, en croyant apercevoir depuis les côtes lettonnes, voir surgir à travers la mer. Oui, ce que j'ai oublié de vous dire, que la Zintari, elle a été découpée entre-temps, parce que j'avais un oncle parachutiste qui m'avait expliqué qu'on n'annexe pas la terre d'un autre peuple. Donc bon, il avait été à Baden-Baden, il trouvait que ce ne faisait pas d'annexer Baden-Baden, donc il m'a dit, oui, ta Zintari, c'est bien gentil, mais là, en fait, c'est des Allemands qui vivent. Donc, j'ai découpé la Zintari, j'en ai fait un archipel de la Baltique, parce que comme l'a dit Victor Hugo, tous les archipels sont des pays libres. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai remonté le Danube, en fait. Moi j'ai remonté le Danube simplement parce que je croyais que j'allais retrouver la Zintari 1.0, celle de la forêt noire, celle d'avant la déportation dans la mer Baltique. Et je suis allé au Japon parce que je croyais que c'était la Zintari. Et justement, est-ce que cette Zintari avait des points communs, ou est-ce que le Japon plutôt a des points communs? Le seul point commun, c'est l'archipel. C'est vrai que je voulais vivre sur un archipel. La France n'est pas un archipel, même si on peut considérer d'une certaine manière que l'Europe est plus de l'ordre de l'archipel que du continent. Mais la France est loin d'être un archipel, même s'il y a cette France archipel. C'est peut-être comme ça c'est comme ça qu'on va appeler les dom-tom. C'est pas très bien, ça fait un peu colonisation. Donc ça va devenir France archipel. Moi j'aime beaucoup France archipel, je suis pour. Je suggère aux écrivains de marine d'appuyer la France archipel. Mais oui, le seul point commun c'était l'archipel. Je voulais vivre sur un archipel. Et pendant 4 mois, j'ai eu cette chance fabuleuse de vivre sur un archipel, c'est-à-dire de pouvoir prendre mon vélo et de rouler jusqu'à un port de ferry, de monter sur un bateau,
Et c'était le seul endroit où on ne me demandait pas de mettre mon vélo dans un grand préservatif. Parce qu'il faut, au Japon, il faut toujours emballer le vélo partout où vous allez. Quand vous montez, vous pouvez prendre le métro, le bus, le train, n'importe quel. Mais il faut mettre votre vélo dans une housse. Sauf quand vous prenez le bateau. C'est génial ça. Donc j'adorais prendre le bateau parce que mon vélo il rentrait comme ça sur le bateau. Quand on entend Emmanuel Ruben parler de la Zintari, moi je pense à Romain Gary qui se comparait souvent à un caméléon. Et il disait, le caméléon, vous le mettez sur du rouge, il devient rouge, sur du bleu, il devient bleu, sur du vert, il devient vert, et puis vous le mettez sur un tapis écossais, il devient fou. Et Gary ajoutait, moi je ne suis pas devenu fou, je suis devenu écrivain. Eh bien, Emmanuel Ruben est un fou, mais qui est aussi écrivain. Est-ce qu'on n'aurait pas droit à un petit extrait justement de l'usage du Japon? Alors, j'ose pas proposer mon extrait parce que je pense que vous allez le choisir pour vous ou pour l'autre, je sais pas. C'est François-Henri qui choisit le passage? Oui, il y a un passage que j'aime particulièrement. D'accord. On redevient... Non, pardon. Pour parler comme Paul Claudel, ce grand écrivain japonais, on se rend compte que notre œil est aussi capable d'écouter. On se montre attentif à ce que Georges Perec appelait l'infraordinaire. Et grâce à cette écoute attentive de l'infraordinaire, grâce à cette conscience de la fugacité des phénomènes, que les Japonais nomment mono no aware, la routine de chaque jour est parsemée de milliers de petites illuminations, de petites extases géographiques, de petits kensho, qui désignent en japonais l'éveil préliminaire à la grande révélation, le satori. Il faut dire qu'on a le luxe de vivre dans un pays où règne l'harmonie et la paix sociale, où personne ne s'énerve, où l'on pourrait lécher les trottoirs, où il n'y a pas de sirène, pas de cris, pas de klaxon, pas d'odeur d'urine ni de poubelle qui traîne, où la police est inexistante, sauf pour vous écrire que vous avez perdu vos papiers et qu'on les a retrouvés, où, 15 jours après votre arrivée, vous ne savez toujours pas distinguer un flic, tant ils sont débonnaires et mal fagotés, d'un vigile ou d'un travailleur sur un chantier. Sans parler de tant d'autres détails infimes, tels que les toilettes publiques high-tech, qui diffusent de la musique d'ambiance, vous réchauffent les fesses et vous gratifient du fameux petit G dont Wim Wenders, de retour en Europe, avoue sur France Culture qu'il ne saura plus jamais s'en passer. Bref, vous comprenez que vous vivez des jours presque parfaits. Voilà, un extrait de votre dernier livre. Bien, figurez-vous que j'avais choisi cet extrait aussi. Oui, on se retrouve. Alors, est-ce qu'on lit un extrait de Chagrin d'un chant inachevé? Comme ça, on ne sera pas de jaloux. Tiens, comme ça. Ton téléphone, dit Carlos. Quoi, dis-je? Quoi, mon téléphone? Si tu ne veux pas lui dire adieu, cache-le. J'objectais qu'il n'y avait pas de risque. Qui irait me voler mon téléphone avec tous les flics qui étaient là? Il faut expliquer que c'est en passant la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Les flics, sourit Carlos. Je le rangeai dans la poche de mon jean. Amigo, insista Carlos, je t'ai dit de le cacher, pas de le mettre dans le premier endroit qu'ils vont fouiller tout à l'heure. Mais s'ils le trouvent, dis-je, ils ne peuvent quand même pas me le confisquer. Tu as la facture d'achat du téléphone avec toi? Non. Eh bien, ils considéreront que c'est une importation illégale. Et les importations illégales, crois-moi, confiscables. Je le mis dans la poche de mon sac à dos. Ça, c'est le deuxième endroit qu'ils vont fouiller. Enfin, dis-je, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Carlos saisit ma main et me fit toucher son entrejambe. C'était grand et dur. Samsung Galaxy, précisa-t-il en me faisant un clin d'œil. Et puis il ajouta: c'est long après, tu peux arrêter. De vrais machos, ces flics, crois-moi, ton caleçon, c'est le seul endroit où ils n'iront pas foutre leurs pattes. C'est vrai. Les douaniers vénézuéliens ne touchent pas votre entrejambe quand ils vous fouillent, et donc on m'avait conseillé de dissimuler mon téléphone dans mon caleçon, ce qui a bien fonctionné. Et si ça sonne, tu réponds que c'est occupé. J'ai rien dit. Ah, j'ai pas entendu, parce qu'on a un retour un peu particulier ici.
Peut-être que c'est enregistré, je réécouterai. On a parlé du goût de l'ailleurs, on parle du goût des autres. Quelle place vous accordez aux rencontres dans vos voyages et dans vos livres? Alors, je suis étonnée, par exemple, François-Henri Désérable, que dans votre périple en Amérique du Sud, vous suivez le travail d'un mineur au Pérou. Pourquoi? Comment ça s'est fait? L'une des rencontres les plus déterminantes pour Guevara lorsqu'il fait son voyage à travers l'Amérique latine, c'est celle d'un couple de mineurs chiliens dans la mine de Chuquicamata. Et il rencontre avec son ami Alberto Granado ce couple de mineurs qui est totalement démuni, qui n'a rien, qui n'a pas même une couverture pour passer la nuit. Et Guevara passe la nuit, prête sa couverture à ce couple de mineurs. Et il dit « Je n'ai jamais eu aussi froid de ma vie, mais paradoxalement, je n'ai jamais ressenti autant de chaleur humaine. » Et s'opère un basculement dans son esprit, c'est-à-dire que Guevara et Granado partent pour vivre une aventure, pour voir du pays, pour coucher avec des filles, mais il n'y a aucune visée politique chez eux. Et au fur et à mesure du voyage, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a des mineurs exploités, qu'il y a des paysans spoliés, qu'il y a des lépreux oubliés au fin fond de la jungle amazonienne, et s'ébauche dans leur esprit une conscience politique. Moi, je suis allé à Chuquicamata, où aujourd'hui les conditions de travail des mineurs sont plutôt bonnes. En revanche, je suis allé dans une autre mine, à Potosi, celle dont vous parlez, qui est l'une des villes les plus hautes du monde, qui est à 4000 mètres d'altitude. Et à Potosi, il y a donc c'est en Bolivie, il y a une montagne qui s'appelle le Cerro Rico, le Mont Riche, qui est exploitée depuis l'arrivée des conquistadors. 8 millions d'hommes y ont perdu la vie. Aujourd'hui, c'est un véritable gruyère. Et on continue de la creuser, dans des conditions de travail qui feraient passer les mineurs de Germinal pour des touristes en goguette. Et je me souviens d'avoir rencontré un type à qui on avait diagnostiqué la silicose, qui savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps à vivre, mais qui passait le plus clair de son temps à creuser encore et encore pour trouver un filon que son fils de 12 ans pourrait ensuite exploiter lorsqu'il serait mort. Donc ce sont évidemment c'est ce genre de rencontres qui sont, ce sont les rencontres que l'on peut faire et qui sont très touchantes et dont on a envie de se faire ensuite le greffier lorsque vient le temps de rameuter ses souvenirs pour les coucher sur la page. Mais vous auriez pu raconter uniquement les discussions que vous aviez eues, mais non, vous allez avec lui dans la mine. C'est tout de même plus intéressant de se confronter. Il m'a invité à l'accompagner dans la mine parce que s'il m'en parle, je ne peux pas vraiment me rendre compte des conditions de travail qui sont les siennes. Et je me souviens qu'il a ramassé une petite pierre qu'il m'a donnée et il m'a dit « Tiens, tu la mettras sur ton bureau. Et lorsque tu écriras, eh bien, tu pourras te souvenir de nous. » Et c'est vrai que écrire est parfois un travail difficile, on est très solitaire, il y a cette fameuse angoisse de la page blanche dont parlent beaucoup d'écrivains, cette difficulté d'arracher une phrase au néant. Néanmoins, lorsque je me penche sur cette petite pierre qui est posée sur mon bureau et que je me souviens des conditions de travail des mineurs de Potosi, eh bien, ça m'ôte dans l'instant l'envie de me lamenter sur ma triste condition d'écrivain. Est-ce qu'il y a des rencontres fortes dont vous aimeriez nous faire part, qui sont extraits de vos derniers périples, ou pas, ou précédents? Oui, bien entendu, c'est la raison pour laquelle on se met en marche, mais pas seulement. En fait, j'ai été très surpris très intéressé par la convergence de notre intervention quand vous nous demandiez d'où provenait la source de cette envie de voyager et que d'une certaine manière tous nous avons exprimé différemment mais la même réponse, à savoir que cela naissait de la contemplation des cartes par l'enfant qui à un moment décide de partir et puis de confirmer ou pas d'ailleurs, ou d'infirmer si son désir de connaître le monde et de le courir correspondait à son rêve, car c'est ça un peu aussi le voyage, c'est la tentative de savoir si le monde ressemble à ce qu'on en rêvait quand on était enfant. Et il se trouve que Ruben a publié c'est un de ses livres de géographe, plus que de voyageur. Il a publié, après avoir contracté, après s'être auto-inoculé cette envie d'aller courir le monde à la suite de la contemplation des cartes, un livre dont le titre est pour moi l'un des plus beaux titres de livres de géographie, Dans les ruines de la carte.
Alors ça, c'est embêtant parce qu'on se dit le rêve, tout d'un coup, est devenu une ruine. Or, c'est l'écueil qui guette le voyageur, c'est tout à coup, c'est la déception. Si le voyage consiste à aller promener sa désillusion autour du monde, on est fichu. Parce qu'à ce moment-là, il y a le pire venin du voyageur en particulier, mais de l'homme en général, qui est l'amertume et l'aigreur et la déception. Et ça, c'est un venin terrifiant, c'est un toxique même. Et le voyage devient non plus la confirmation que son rêve existait bien, mais que son rêve n'existe pas, et la bulle de l'illusion tout à coup s'effondre. Or, pour l'instant, je crois que tant qu'on a encore envie de pousser les portes et de partir, c'est qu'on n'a pas envie de faire voir du pays à sa déception. Et donc, on est sauvé. Et alors, tout ça pour répondre longuement et de manière embirlificotée à votre question. Oui, moi, le voyage pour moi est à la fois une rencontre saisissante avec un paysage en général. Je ne serai jamais déçu. Et de temps en temps, cerise sur le gâteau, il y a un visage, une rencontre, une âme, un être. Mais c'est pas parce qu'il y a un être qu'il y a une âme. Jules Renard posait cette question glaçante, qui est une question de sciences morales et politiques. Il disait 2000 habitants dans un village, ça fait combien d'âmes? C'est pas toujours pareil. Il ne faut pas croire que parce qu'il n'y a pas de rapport proportionnel entre la distance que l'on met entre son pays d'origine et les êtres qu'on rencontre et l'intérêt que présentent ces hommes, parce que d'une certaine manière, l'universel de l'homme, c'est qu'il partage des qualités et des défauts qui sont assez communs, quelles que soient les cultures qui ensuite lui ont donné une forme. Alors oui, bien sûr que la déception est parfois bien sûr que parfois le voyage est une école aussi de la tristesse, de l'effroi, de l'angoisse, et qu'on traverse des pays où on voit la guerre dans tout ce qu'elle a de plus affreux. Et alors, que faire? Est-ce qu'on arrête de voyager, on revient chez soi, on s'enferme dans sa cabane ou dans sa clairière, où on se rétracte le plus possible, ou est-ce qu'on continue à aller se frotter à l'autre, qui est en fait une version de soi-même, avec des plumes différentes? Ça, c'est la grande idée structuraliste, que finalement nous partageons tous à peu près la même chose, mais que nous avons des oripeaux différents. Alors moi, je crois que tant qu'il y a des voyageurs qui décident d'aller voir, c'est qu'ils n'ont pas encore tout à fait perdu leur part de rêve. Tout ça pour dire de manière longue et vaseuse que, bien sûr, les rencontres fabuleuses, j'ai le souvenir de Sergueï Bakaouchine sur les bords de la mer d'Aral. Il avait été le grand capitaine qui dirigeait le port de Moïnac. Et puis en quelques dizaines d'années, l'eau a reculé de 100 km, c'est-à-dire en fait c'est un Breton qui a dû devenir Touareg en l'espace de 10 ans. Ces bateaux étaient encalminés dans des dunes. J'ai le souvenir de Marjorie, une Maori du Pacifique, qui m'emmenait grimper les stacks et qui tous les matins me disait « Allez les kamikazes, on repart voir les motus ». Motu, ça veut dire le pilier en marquisien. Donc ça c'est une rencontre qui pendant une semaine m'a enchanté, et bien entendu que nous rapportons un chapelet de souvenirs. Ils sont éphémères, on les croise, mais ils font reculer la déception et ils entretiennent le rêve qu'on a contracté quand on était enfant. Emmanuel Rubel, des rencontres fortes. Des rencontres fortes, il y en a eu énormément quand j'étais sur les bords du Danube, évidemment, parce que ça c'était, on a traversé 10 pays, commencer par de l'Ukraine jusqu'à l'Allemagne, même la France, puisqu'on a terminé à Strasbourg. Je me souviens le capitaine du port de Sulina. C'est un personnage. En fait, c'était un sosie d'Hugo Pratt. Et alors moi, je suis un fan d'Hugo Pratt, de Corto Maltese, et vous vous retrouvez sur un port de la mer Noire, et là, vous voyez arriver Hugo Pratt en personne. Là, vous dites, c'est dingue les voyages quand même. Et donc, dans un bar qui s'appelait le Jean Bar.
Alors il faut vous dire que le Jean Bart, du nom du corsaire breton fameux, mais en fait Jean Bart, le nom du corsaire, c'était devenu le pseudonyme d'un écrivain roumain, Evgeniu P. Botez, qui a écrit un livre magnifique sur cette petite ville de Sulina, sur les bords du Danube, où se trouve le dernier cimetière d'Europe. C'est-à-dire que vous avez un cimetière qui est là, sur les bords du Danube, cimetière dans lequel il y a des tombes chrétiennes, des tombes musulmanes, des tombes juives, et avec des noms avec des alphabets cyrilliques, des alphabets avec l'alphabet latin, avec plusieurs langues, parce que vous avez là l'alphabet grec aussi, parce que vous avez des Grecs qui sont enterrés là, vous avez des Monténégrins, vous avez des Roumains, vous avez des Bulgares, vous avez des Ukrainiens, des Russes, des vieux croyants, les Raskolniki, qui avaient fui la Russie de Pierre le Grand et qui s'étaient installés sur les bords du Danube. Et là, je vois ce monsieur donc sur les bords sur les bords du Danube, dans ce café qui porte à la fois le nom d'un corsaire, donc d'un voyageur et d'un écrivain. Et je lui dis, mais vous ressemblez à Hugo Pratt, vous savez qui est Hugo Pratt? Et là, avec ses magnifiques yeux bleus, il me dit, qui ça? Et on s'est mis à parler. Il y avait en face de lui un poivreau, le plus beau poivreau de la terre, vous savez, avec cette casquette rouge arborée aujourd'hui par un président de la République de la plus grande nation du monde, sauf qu'au lieu, il n'y avait pas marqué MAGA, Make America Great Again, il y avait marqué Gazprom sur la casquette rouge. Et le poivreau nous raconte que sa femme est ukrainienne et que lui est russe. On est en Roumanie, à la frontière ukrainienne, et que depuis 2014 et l'annexion de la Crimée et de l'opération russe dans le Donbass, et bien c'est la guerre tous les jours, qui ne se parlent plus, qui vivent tous les deux dans deux chambres, dans deux chambres différentes, et qu'en plus ses ancêtres sont enterrés de l'autre côté en Ukraine, dans la ville de Vilkovo, qui est moi j'ai essayé dans ce livre de consacrer autant de pages sur Vilkovo que Claudio Magris en consacre à Vienne, parce que je considère qu'il n'y a pas de lieu qui soit plus important que d'autres sur la Terre. Bon, je ne suis pas tout à fait arrivé, parce que Magris c'était quand même 100 pages sur Vienne dans Danube, mais bon, je fais quelques pages sur Vilkovo, qui est un endroit magnifique en Ukraine, où on rencontre des gens absolument fabuleux. Je me souviens de Raissa, c'était une dame avec des yeux bleus incroyables, qui était comme ça, une vieille croyante, qui était assise sur un muret avec son châle sur la tête. On aurait dit qu'elle sortait d'un roman de Dostoïevski. Et puis on s'arrête, on lui parle en russe, elle était russophone, on était en Roumanie. Et c'était... on a eu une conversation magnifique. Je me souviens de Irina, une vieille dame ukrainienne qui ne comprenait pas ce qu'on faisait. Parce que tous ces gens ne comprennent pas ce que vous faites. Quand vous leur racontez que vous êtes parti à vélo d'Odessa et vous allez jusqu'à Strasbourg, vous passez juste pour un fou, pour un huluberlu narcissique, comme disait Sylvain. Ils se disent, mais pourquoi faire ça? Elle n'était jamais allée ni à Odessa, qui était pourtant à 200 km, ni évidemment, vous vous en doutez, à Strasbourg. Et elle voulait à chaque fois qu'on lui serve une nouvelle bière. Mais alors quand on est parti, on s'est dit, je crois qu'on lui a servi la bière de trop à Irina. Et voilà, il y a plein de gens comme ça. Ces gens, on y repense après, on y repense de temps en temps. Moi j'ai gardé les photos, j'adorerais faire un jour comme ça, comme mon grand-père faisait des soirées diapos.
montrer. Mais c'est vrai que j'ai fait j'ai pris ces gens en photo parce qu'ils étaient tellement beaux. Ouais. En fait, ils étaient les ruines de la carte, ces gens. Ils avaient c'était inscrit sur leur visage. Ils portaient toutes les cicatrices de tous ces empires successifs, austro-hongrois, russes, soviétiques, et peut-être aussi même le déclin de l'Europe. Et c'était ça c'est quelque chose qui m'a frappé, à quel point c'était inscrit sur leur visage. Alors, je vais préciser que dans votre livre consacré au Japon, on retrouve certains de vos dessins. C'est la première fois, je crois, que dans un de vos livres, vous mettez vos... Oui, parfois il y a des petits scribouillis comme ça, mais c'est la première fois qu'il y a des vrais dessins. Oui. Pourquoi avoir pris des dessins? Alors, on est aux rencontres du carnet de voyage, donc on sait l'importance du dessin. Alors, je vais peut-être me répéter s'il y a des gens qui étaient là ce matin, mais en fait, j'étais 3 jours après mon arrivée, je voulais voir absolument le pavillon du nuage auspicieux où la famille de Nicolas Bouvier a vécu en 1964 à Kyoto, au nord de Kyoto, dans un ensemble de temples qui s'appelle le Daitokuji. Et puis je ne trouve pas le pavillon, je le trouve plus tard, quelques mois plus tard, et je visite un temple avec un très très beau jardin zen, ça s'appelle le Daizen Inn. Et il y avait un écriteau qui indiquait qu'il était absolument interdit de prendre des photos. Mais bon, je l'ai superbement ignoré. Je mitraille le beau jardin zen. Et là, accourt vers moi une petite nonne qui me montre l'écriteau, qui me dit « Vous avez vu ça hein ?» Je dis oui, mais j'ai pas pris de photos. Alors j'avais mis les photos dans ma corbeille. Elle me dit si, je vous ai vu prendre des photos, il y a une caméra de vidéosurveillance, vous voyez là. Et donc elle vient vers moi, elle me dit vous pouvez me montrer les photos que vous avez prises? Je dis je les ai détruites. Elle me dit non, les photos elles sont dans votre corbeille. Je lui dis moi je suis l'idiot, je lui dis je sais pas comment on fait pour y aller. Et là, elle me dit, je vais vous montrer comment vous permettez. Elle me prend mon téléphone, elle va dans la corbeille, elle me dit, donc tout ça, c'est les photos que vous venez de prendre, n'est-ce pas? Et je lui dis, bon, je suis bien obligé d'avouer le méfait. Et là, elle me demande de les effacer illico presto, et je me suis dit, j'aurais dû prendre un carnet et un stylo plume Caleco, comme ça, j'ai les mêmes, c'est très haut, c'est génial. Et donc, en fait, après, je n'ai pas lâché mon carnet et mon stylo plume. Et je me suis mis à dessiner partout. Est-ce que c'est une habitude que vous allez... Oui, moi j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de dessiner, parce que j'ai toujours un peu dessiné, que des fois je me sens bien... Disons que les mots viennent pas, quoi. Il y a des fois on est là face à un paysage, on se dit comment, par quel bout le prendre, qu'est-ce que je vais raconter. Alors ça donne raison à François-Henri tout à l'heure. Vous vous trouvez là, vous dites vraiment c'est... Et donc je sors quand j'ai pas les mots, voilà, je sors le carnet, je dessine, c'est pas toujours très bon, des fois c'est un petit cribouillis, pas très glorieux, mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien de dessiner. Et pendant tout le temps que j'étais au Japon, j'ai beaucoup dessiné, parce qu'aussi j'ai pris des cours de calligraphie, de ce qu'on appelle shodo, la voie de l'écriture. Et la calligraphie révèle à quel point, dans la langue japonaise, l'écriture et le dessin, il n'y a pas eu ce divorce. Nous avons vécu le divorce de l'écriture et du dessin. Moi, je parle douloureusement. La première phrase de mon premier roman, ça c'était « L'idéal serait de vous faire un dessin ». Et je suis toujours à la recherche de cet idéal, de faire en sorte que l'écriture dessine quelque chose. Sylvain Tesson, vous aussi, vous dessinez? Essentiellement des dessins d'humour noir. Davantage de dessins de presse que du croquis de géographe ou de peintre voyageur. J'adore le dessin de presse, je trouve ça extraordinaire d'avoir une idée de commentaire, une idée éditoriale en quelque sorte, et de la précipiter dans un croquis. Je trouve ça super. Le dessin de presse est à l'art de la représentation plastique du monde, ce que l'aphorisme, la formule, l'apophthegme, la morale
est à la description littéraire du monde. J'aime bien, moi, tout ce qui précipite, ce qui concentre, ce qui est rapide. C'est un réflexe de voyageur. On ne peut pas s'alourdir, alors il faut aller au plus vite et précipiter chimiquement ce qui vous traverse l'esprit. On va peut-être donner la parole au public avant de clôturer. Il me semble qu'il nous reste quelques minutes. Si certaines personnes souhaitent eh bien avoir des précisions, faire une remarque, poser une question. Oui, vous êtes nombreux finalement quand vous êtes dans la lumière. Donc n'hésitez pas, vous levez la main et puis je sais pas, on vous fait passer un micro ou je prête le mien, on va voir. Oui, il y a des micros par là. Alors allez-y, la première question. Et ils étaient dans le noir, ils étaient un peu tranquilles. Il y avait une place pour l'oncle de François-Henri venu. C'est vrai. Il peut encore venir. Là-haut. Ah, monsieur. On vous fait parvenir un micro. Oui, il faut monter encore un peu. Vous allez avoir 2 micros bientôt. Et la mère, fermant le livre du devoir, s'en allait satisfaite et très fière, sans voir sous le front plein d'éminence l'âme de son enfant aux répugnances, livrée aux répugnances. Sur des toiles de soie écrue, là, c'est la fin des poètes de 7 ans de Rimbaud, dont j'aurais fait référence ce matin. Enfin, vous avez parlé de Rimbaud, hein. Sylvain Tesson, vous avez parlé de Rimbaud. Ah oui, oui, oui. Voilà. Excusez-moi, on a un délai, c'est vrai que le son Oui. est un peu particulier. Ah, pardon. Je suis sourd, il y a, je crois, un écho. J'ai cru que vous parliez auvergnat et que vous nous récitiez du Vialat. Sur des toiles de soie écrue et pressentant violemment la voile. C'est pour le voyage. En tout cas, je vois que monsieur connaît des poèmes ou des citations entières en tête. C'est un point commun avec vous, Sylvain Tesson ou François-Henri Désérable, cette connaissance par cœur de certains textes. Et lui, en plus, il retient la prose, ce qui est beaucoup plus difficile. Ouais, Moi, ouais. je m'appuie sur la métrique alexandrine. Oui, mais enfin, c'est qui est quand même pas mal. Hein. Oui, mais elle est plus mécanique, elle est plus facile. Oui. Comment faites-vous d'ailleurs? C'est une hygiène de vie que vous avez? Vous lisez des textes et Alors il y a beaucoup de... Lorsqu'on est en voyage, justement, il y a pas mal de temps mort. Enfin, moi, on passe beaucoup de temps à attendre le bus au bord de la route, Oui. à attendre un bus. Et dans ces moments-là, eh bien, j'ai toujours un petit carnet sur lequel je note des pages de prose ou des pages ou des poèmes et que j'apprends par cœur. Et alors, la mémoire est un muscle et je suis toujours fasciné de voir à quel point on le travaille peu. Ce muscle-là. Si vous n'avez jamais fait de sport et que vous mettez à faire des pompes un matin, eh bien le lendemain, déjà vous n'allez pas réussir à en faire beaucoup, et le lendemain vous allez vous réveiller perclus de courbatures, mais si vous persistez, au fil des jours, vous allez voir combien ça vous paraît facile. Et le premier poème ou la première page de prose à apprendre est très difficile, la deuxième aussi, la troisième est facile, et puis la 50e ou la 100e est très facile à apprendre. Maintenant, il faut tout de même les réciter, Il faut les revoir après, assez régulièrement, parce que entretenir. sinon vous finissez par les oublier. Oui. Mais donc c'est une hygiène, c'est ça. C'est un Mais, peu comme- et l'immense bénéfice pour le voyageur d'avoir dans sa mémoire une cargaison de vers comme monsieur ou d'extraits de prose comme François-Henri et sans doute Emmanuel, c'est d'abord, comme tu viens de le dire, de n'être jamais seul, et deuxièmement de voir souvent, de se souvenir souvent dans son magasin de référence inscrite dans sa mémoire, la confirmation de ce qu'on a écrit, de ce qui a été écrit par un autre, c'est-à-dire la paraphrase quasiment de ce qu'on a vécu, ce qui est à la fois très enthousiasmant parce que quelqu'un l'a dit mieux qu'on pourrait le faire, et un peu humiliant aussi, parce qu'on se dit qu'au fond, rien dans ce monde de ce qui est vécu et de ce qui advient n'est véritablement inédit. Comme disait Oscar Wilde, les choses arrivent parce qu'elles ont été écrites. Mais c'est quand même un petit saisissement de s'apercevoir que tout a été vécu, tout a été dit, tout a été pensé, tout a été formulé,
il serait bien arrogant de penser qu'on peut innover dans quoi que ce soit. Comme disait Boileau, sans cesse l'ignorance est prompte à s'admirer. Alors évidemment, ceux qui n'ont pas lu et qui ne retiennent rien sont toujours ébobis et ébahis par leur capacité à inventer des choses, quoi. Ils disent « Oh, tiens, le ciel est bleu, c'est magnifique. Note chérie, j'ai vu que le ciel était bleu. » Alors voilà, ça a déjà été dit. Alors un jour, moi, vous comprenez, je suis tombé sur Clément Marot, c'est le poète de la Renaissance. Et alors, voilà ce qu'il dit: « Plus ne suis ce que j'ai été, et plus ne saurais jamais l'être. Mon beau printemps et mon été ont fait le saut par la fenêtre. » Alors je me suis dit, tiens, moi aussi. On vous fait passer le micro, il suffit de lever la main. C'est un très bon remède à l'insomnie aussi. Moi, ça va faire 25 ans que je me récite toutes les nuits un poème de Saint John Perse. Les trois sont des vaisseaux, étroite notre couche, plus vaste l'étendue des eaux. Non. Immense notre empire, aux chambres closes de désir entre les... Et tes économies de l'exomile sont extraordinaires. Ça m'endort. Mais c'est beau, c'est beau. Je vais pas vous le faire en entier. C'est la parole. C'est un peu long. Une question, oui, là-haut. Un monsieur. Quel poème vous allez nous réciter, monsieur? Non, alors je vais simplement rappeler, monsieur Tesson tout à l'heure a évoqué Céline. Je me souviens d'une chose, c'est qu'il avait écrit, et vous me corrigerez si je me trompe, que voyager c'est bien utile, ça fait travailler l'imagination. Et tout le reste n'est que fatigue et déception, et que pour chacun d'entre nous, c'était relativement aisé de fermer les yeux et de se retrouver de l'autre côté de la vie. Et je voudrais savoir si vous, dans vos voyages, est-ce que ça nourrit cette imagination pour se retrouver quelque part de l'autre côté d'une vie? Merci. Non, mais ce que vous posez là est une très belle question. C'est d'ailleurs la synthèse de tout ce que nous avons tenté les uns et les autres de formuler au cours de cette conversation. C'est-à-dire que, oui, bien entendu, il y a dans le voyage une tentative de confirmer ce qu'on a imaginé, ou bien au contraire, d'alimenter, de nourrir les ressources de l'imagination. Et au bout d'un moment, d'ailleurs c'est intéressant que François Henry ait commencé par le roman pour aller vers le récit. C'est peut-être une incartade, c'est peut-être un pas de côté, c'est peut-être une parenthèse, peut-être va-t-il mener les deux genres parallèlement et concomitamment. Mais c'est une question intéressante que celle du roman et du récit. Faut-il penser que l'être doit puiser en soi, dans les ressources de son imagination, la manière de dire le monde, ou doit-il se contenter de décrire l'efflorescence extraordinaire de phénomènes inédits qui arrivent devant les yeux, pour peu qu'on ait une acuité d'observation et un appétit de voir les choses naître devant vous? Peut-être que cela suffit. Moi, je penche davantage pour cette école-là. Je ne suis pas un écrivain de l'imagination, je me contente de voyager et de regarder. Je trouve que la vie, dans son fatras, dans sa folie, dans son absurdité, dans sa beauté parfois, dans sa servitude, dans sa grandeur, dans sa laideur, dans tout ce qu'on veut, quoi, dans son extraordinaire brocante, dans sa ferblanterie démente, suffit largement. Et les pauvres petits royaumes que je réussirais à puiser en moi si je procédais à un petit forage intérieur de mes nappes d'hydrocarbures imaginatives donneraient un pauvre petit jet que même un embryon de style ne saurait pas raffiner en essence, si vous voulez. Donc, moi, je préfère me contenter de dire ce que je vois se déployer devant mes yeux. Je vais vous donner un exemple. Un jour, mais pardon, parce que je l'ai peut-être déjà raconté ce matin, mais un jour, j'étais sur un bateau à voile et on fermait une course
J'étais le bateau de sécurité qui fermait la course de la Mini Transat. C'était en 2013. Et on a reçu un appel parce qu'un Italien avait percuté un objet flottant non identifié, il avait coulé. Et alors il a appelé les secours et c'était à nous qu'incombait la charge d'aller le chercher. Alors on s'est déporté, on est allé vers lui, il y avait 40 nœuds de vent, une mer avec des creux. Ce pauvre Italien qui était dans l'eau en train de couler quasiment dans sa combinaison de survie avec sa balise de détresse. Et notre bateau à voile est arrivé, on était 4 équipiers à bord. Il y avait une Bretonne qui s'appelait Axel avec nous, qui était une équipière. Et on a vu l'Italien au milieu de l'Atlantique. On était à 400 000 des côtes des Antilles, but ultime de la course. On lui a acheté un boot pour qu'il puisse monter à bord. On l'a sauvé. On a vu dans ses yeux l'image du malheureux qui voit arriver son secours. C'était extraordinaire comme vision. On amène l'Italien à bord. Et là, dans la nuit, le type qu'on avait ramassé dans l'eau, qui était un naufragé, il séduit l'équipière. Ils passent une nuit d'amour, ils tomberaient dingues l'un de l'autre, ils rentrent en Italie, ils se marient et ils font un enfant. Et le propriétaire du bateau devient le parrain de l'enfant. Vous imaginez cette histoire, c'est absolument incroyable. Et c'est-à-dire c'est une Bretonne qui est allée chercher son mari au milieu de l'Atlantique dans une combinaison de survie. Et bien ça c'est réel. Comment voulez-vous que ma pauvre imagination puisse inventer une histoire pareille? Il suffit de sortir de chez soi pour devenir un romancier et de regarder ce qui se passe. L'humanité est une espèce d'extraordinaire magasin de folie. C'est à la fois un asile psychiatrique, une brocante, une décharge publique parfois, un musée des beaux-arts souvent, une nature superbe. Mais qu'est-ce qu'on va s'embêter à mettre un écran, par exemple, au hasard, entre soi et le monde? Aurez-vous toujours l'envie de voyager encore et encore, ou y a-t-il un moment où on se satisfait de ces voyages? Alors, voyageur pour toujours, départ pour toujours ou pas? Il y a aussi des moments où on se casse la gueule quand même. Hein. Donc, ça nous arrive à tous les deux. Alors pas, évidemment, beaucoup moins grave pour moi, tout à fait même anodin, mais bon, ça a quand même quelques petites répercussions. Et donc, voilà, moi j'ai fait une petite chute de rien du tout, une petite chute à vélo, une petite fracture du fémur. Et c'est vrai que, bon, pendant un an, j'ai un peu moins voyagé, parce que, à part chez le kiné, je voyageais pas mal chez le kiné, c'était mais avec des conversations, j'ai des conversations avec le kiné. Le kiné lui voyageait beaucoup, il racontait ses voyages en Sicile, en Sardaigne, en Turquie. Mais ça veut dire qu'il n'y a que l'empêchement physique qui vous empêcherait de voyager? Bah oui. Ah. Je vois pas quel autre empêchement. Bah, parce que vous en auriez eu assez, parce que... Là, la question, là, c'était de... Oui, il me semble, hein. Je sais pas. Mais... la lassitude. Oui, par rapport à la lassitude, ou vivre le restant de vos jours avec les souvenirs engrangés. Vous savez qu'Alexandra David-Nel, dont vous avez évoqué la mémoire il y a quelques minutes, était allée, elle est morte, je crois, à 102 ans, oui, 103 ans, et elle était allée quelques jours avant sa mort faire prolonger son passeport de 10 ans. Et puis elle est morte le vendredi d'après. Voilà un écrivain qui ne se lassait de rien. Si vous voulez. La prison est grande. Moi j'aime beaucoup le titre des récits de voyage de Marguerite Yourcenar, le tour de la prison, parce que j'ai lu ça pendant le confinement, vous savez, le moment où en fait on ne pouvait pas sortir du périmètre d'1 km². Comme moi je faisais du vélo, je tournais vite en rond, le carré devenait rond, et puis là j'ai lu Marguerite Yourcenar, parce qu'elle a écrit à la fin de sa vie, à la toute fin de sa vie, elle a écrit le tour de la prison. C'était le moment où elle a compris que, en fait, elle n'allait pas s'expatrier sur la Lune. Bon, il n'y avait pas encore, heureusement, elle n'a pas connu
Elon Musk, SpaceX et compagnie. Et bon, je ne sais pas si elle aurait eu les moyens avec ses droits d'auteur de filer vers la Lune, mais elle a compris ça et donc elle a écrit le tour de la prison. Elle a décidé de faire le tour de la prison, c'est-à-dire de voyager, de passer le reste de sa vie à voyager avec des amants et des amantes, certains très jeunes, certaines très jeunes aussi. Et donc elle est allée au Japon, en Chine, en Inde, et c'est très beau. Et je crois que la prison est assez grande. Alors elle se ressemble de plus en plus, elle est un peu, ça se ressemble un peu de plus en plus, mais ça reste assez grand quand même. Bon, on a compris que pour vous, le virus ne vous lâcherait pas comme ça, ne vous quitterait pas comme ça, et vous le garderiez jusqu'au bout. Et pour vous, François-Henri Désérable, le virus du voyage? Puisque Emmanuel parle de Marguerite Yourcenar, j'en profite pour dire qu'il y a une phrase absolument magnifique dans mon livre, qui n'est pas de moi, mais qui est de Marguerite Yourcenar, parce que je me suis retrouvé dans le désert d'Atacama pendant ce voyage. On est tombé en panne dans le désert, on n'avait plus beaucoup d'eau dans nos gourdes, nos téléphones ne fonctionnaient pas, et on a attendu que quelqu'un vienne nous prendre, et ils nous ont amenés, la personne qui nous a prises, nous a amenés au Cerro Paranal, qui est un centre d'observatoire astronomique, parce que les étoiles, la Voie lactée dans le désert d'Atacama est d'une pureté totale. Et je me souviens qu'à ce moment-là, j'ai songé à une phrase des Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. C'est quand l'empereur vieillissant est sur le point de rentrer à Rome, et il observe depuis le pont du bateau les dauphins bondissant dans l'eau, et il dit « Ne m'attendez à Rome que deux choses, ma mort et ma succession ». Et il regarde la nuit tomber, il dit « Les étoiles, une à une, montées à leur place assignée ». Et je trouve que c'est une phrase d'une beauté, d'une poésie absolument stupéfiante, et rien que pour voir les étoiles, une à une, montées à leur place assignée sous d'autres cieux, je crois que je continuerai à voyager. Merci, merci. Eh bien, je propose, à part si quelqu'un a déjà un micro, non? Alors on va peut-être s'arrêter là. Je vous remercie le public pour son attention, et puis bien sûr, merci à nos trois invités, Sylvain Tesson, Emmanuel Boudel et François-Henri Désérable, pour cette heure 30 de voyage hors riche. Merci.